C'est la capacité au fait de rapidement apprendre, faire ce que tu as fait, passer à autre chose. Parce qu'on ne peut pas tout apprendre, il faut vraiment, Tu peux pas, voilà, non, sinon, il faut regarde vraiment, comment ouais. les technos sautent. Salut tout le monde et bienvenue sur JeuxLab. Alors bienvenue sur cette nouvelle vidéo, une nouvelle vidéo de parcours de développeur où nous allons aujourd'hui en France pour rencontrer Ariel. Alors Ariel c'est qui? Ariel c'est un lead développeur, un développeur senior avec 8 ans d'expérience qui propose au fait dans cette vidéo de nous partager au fait son retour d'expérience tout au long de sa carrière et aussi nous parler du freelancing parce que Ariel au fait est entièrement actuellement freelance. Il propose au fait de nous faire un retour d'expérience par rapport à ce domaine, comment cela se passe et aussi comment faire pour progresser dans ce domaine de freelancing là. Donc c'est une vidéo quand même très intéressante. Je vais vous inviter à la fin de la vidéo à me mettre en commentaire ce que vous avez retenu de la vidéo, à liker la vidéo déjà si ce n'est pas encore fait, et à nous rejoindre directement sur Discord, le lien sera en bas de la description. Je vous laisse le suivre. Ciao ciao et à la prochaine vidéo. Peace. Donc bonjour Ariel, merci au fait de nous accorder au fait ton temps sur la chaîne pour partager au fait ton expérience et au fait apprendre de toi. Donc je vais commencer déjà par une première question. C'est qui Ariel? Alors, bonjour Mofid, merci pour l'invitation, pour le partage d'expérience. Alors moi c'est Ariel Aboujogbe, je suis consultant SI depuis pas mal d'années maintenant. J'ai à peu près 8 ans d'expérience, oui. En développement web. Donc, je suis arrivé en France en 2010 que je suis arrivé en France et j'ai fait mon petit bout de chemin. Je suis rentré, j'ai fait une école d'ingé à l'ESIGELEC à Rouen. Et ensuite, j'ai fait une autre école spécialisé en développement sur Paris, INGESUP. J'ai eu un diplôme de INGESUP et depuis j'ai continué à travailler les boîtes et depuis un peu de temps là, je suis freelance. Ok, parfait. Voilà en gros. Ah oui, donc tu es pleinement en freelance en fait, actuellement. C'est ça. D'accord. Donc première question, qu'est-ce qui a amené Ariel à s'intéresser à l'informatique de manière générale? Comment ça a commencé au fait cela? C'est marrant, mais c'est un peu hasard en fait. Moi, je suis arrivé en France pour faire les télécoms. J'ai fait 2 ans de prépa au Bénin, à Cotonou. Donc, je suis arrivé pour normalement faire les télécoms. Et du coup, à l'ESIGELEC, pour intégrer les télécoms, il fallait avoir une certaine moyenne. Malheureusement, moi, j'en faisais pas partie. J'avais pas cette moyenne-là. Du coup, j'avais fait entre 2 classements. J'avais fait télécom, informatique et ensuite j'avais fait énergie. J'avais choisi les 3, c'était les 3 premiers. Et ensuite, juste après, comme j'ai pas eu télécom, on m'a mis en informatique. Mais j'avais le choix d'aller en énergie. J'ai choisi informatique. Je me suis renseigné. C'est à ce moment-là précisément que je me suis renseigné. C'était quoi, qu'est-ce que j'allais apprendre du dev. Mais j'avais déjà découvert l'informatique avant, hein. J'avais déjà découvert le C, mais sans avoir une appétence plus que ça. Moi, j'étais plus intéressé par les télécoms. Ok, d'accord, super. Et une fois dedans, l'amour s'est développé, quoi. Ok, parfait. Donc, la plupart, au fait, des gens, quand ils débutent, en fait, dans ce domaine de la programmation surtout, ils sont confrontés, au fait, à des bugs et la plupart, ils abandonnent. Comment, au fait, tu as géré, au fait, tes débuts dans ce domaine-là? En fait, moi, les bugs, ça m'amusait plutôt. Donc, c'était différent. C'était plutôt, j'avais un problème. Et du coup, comme j'avais un problème, le fait de vouloir résoudre ce problème-là, c'était quelque chose qui m'attirait un peu plus. Ok. Comme ça, c'était pas un frein pour moi. Les bugs, je trouvais ça amusant, justement, en fait, de découvrir les bugs. Ok. Donc, dès que j'avais un bug, donc pour moi c'était et puis l'informatique c'est tellement bien dans le sens où dès que tu tapes ça sur internet, tu trouves des gens qui ont trouvé des solutions de différentes manières et tu essaies de tester ce qu'ils ont fait et essayer d'apporter ta compréhension. Donc je trouvais ça amusant. Ok, d'accord, parfait. Ok, d'accord. Donc mis à part ça, il faut dire que au niveau de la programmation informatique, comment tu fais essentiellement pour gérer ta veille? Parce que je sais pas quel langage, je pense que tu fais du Java.
C'est bien ça. C'est ça. Voilà, Ça. donc du Java, que ce soit du Java, en tout cas le domaine, les technologies ne font qu'évoluer, des mises à jour. Comment tu fais ta veille technologique pour être au courant des nouvelles actualités dans ce langage-là? Alors, c'est très très simple. Au début, si tu veux, j'ai même pas commencé avec le Java. J'ai commencé à développer dans ma première mission à la Société Générale en PHP. Okay. Avec un framework, enfin une petite librairie. C'est un outil de travail pour ceux qui vont en coordinateur. J'ai commencé à développer en PHP. Donc moi, c'était ma façon de démarrer, c'est en PHP quoi. Donc c'est la façon la plus simple de démarrer le développement, je pense. À pas d'autres, c'est un langage assez simple. Et c'est au fur et à mesure de travailler que j'ai rencontré des gens qui faisaient du Java. Et à l'école aussi, j'avais fait un peu de Java. Et en entreprise, je faisais du Java et je l'ai trouvé plus simple, plus ordonné, plus précis que le PHP, pardon. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire du Java. Alors, pour ma veille, en fait, chaque fois que je suis dans une mission, chaque fois que je trouve une nouvelle mission, il y a une problématique que tu es venu résoudre en vrai. Tu es venu résoudre un problème. Ce que j'ai appris dans ma première mission, c'est un développeur expérimenté qui m'a appris ça. Il m'a dit, quand tu prends une mission à réel, maîtrise la solution pour laquelle tu as été invité. C'est la première chose que tu dois faire. C'est-à-dire que quand tu prends un sujet, si tu as été invité à développer, je sais pas, c'est un logiciel web sur lequel vous travaillez, tu dois maîtriser ça techniquement et maîtriser aussi fonctionnellement la solution sur laquelle tu es venu travailler. Ok, d'accord, je vois. Donc, à partir de cet instant-là, en voulant t'intéresser à cette solution, tu vas commencer à faire des recherches. Oui. Naturellement, tu vas faire des recherches. Je vois. Ok. Bon, Donc, oui, c'est assez clair, c'est assez clair. Maintenant, au fait, quand même, quand tu as débuté dans le domaine de la programmation et tu as commencé tes premiers jobs, au fait, je suppose que tu as travaillé à plusieurs endroits d'abord. Tu as acquis de l'expérience. À quel moment tu as décidé à te dire, oui, maintenant, cette fois-ci, je dois me mettre en freelance? Alors, il y a eu beaucoup d'étapes. Oui. En réalité, quand tu évolues dans le dev, en vrai, je suis freelance pas parce que je fais du dev. J'aurais été freelance même si j'étais en train de faire, je sais pas, MOA ou autre chose. Ok, Ça dépend de ton évolution personnelle. Okay. Moi, je pense que c'est une évolution personnelle parce que la freelance est une étape en soi. Okay. Qu'est-ce qui m'amène dans ce parcours-là? En fait, j'ai des amis qui sont freelance déjà avant moi et qui ne sont même pas dev. Ils me disent, mais toi, tu fais du dev, il y a beaucoup de demandes en freelance. Il faut savoir que en freelance, moi, quand j'ai débuté, j'ai été dans les sociétés de conseil. Donc, les sociétés, les SS2I, les sociétés de services, et j'intervenais chez un client. Par exemple, une société X qui me place chez un client comme Société Générale ou BNP Paribas. En fait, j'ai démarré chez les banques, donc c'est pour ça que je cite que des noms de banques. J'ai travaillé principalement en finance. Donc, être freelance, il n'y a aucune différence entre ces sociétés de services et être freelance en réalité. Tu vas travailler pour les mêmes types de missions et c'est juste que tu fais une facturation journalière. Il faut savoir que les sociétés de services placent leurs consultants chez des grands groupes comme ça, avec un taux journalier précis. Ils facturent quoi. Ils disent, bah moi mon consultant chez toi par jour ça va te coûter tant. Et du coup, dès le début, ils définissent du contrat. Ils disent, ok, on va vous faire un contrat de 3 mois. Et si le consultant est bon ou si la mission continue, on renouvelle. Ça peut être sur un projet de 2-3 ans. En général, c'est sur des projets de 1, 2, 3 ans. Mais c'est des contrats de 3 mois, 6 mois qui sont renouvelables en fonction du niveau du consultant, s'il s'adapte bien à l'équipe. Donc, les consultants qui sont aujourd'hui dans les sociétés de conseil sont dans des boîtes où ils ont fait 2 ans, mais ils sont facturés à la journée. Sauf que ils sont payés par mois, ils ont un CDI garanti dans la société de conseil. Et quand la mission s'arrête, dans le grand groupe, la société de conseil a pour mission de leur trouver d'autres missions, oui. D'autres missions. C'est juste que quand tu deviens freelance, tu prends cette responsabilité. Moi, je prends la responsabilité
signer un contrat de 3 mois avec d'autres boîtes ou un contrat de 6 mois renouvelable. Si je ne suis pas bon, je vais partir. Si je suis bon, je continue. Et si ça s'arrête, je prends la responsabilité de chercher d'autres missions. Okay. Un peu comme quand tu es déjà en CDI et que ta société, elle te fatigue et tu veux aller dans une autre société, tu postules et tu te demandes un autre CDI ailleurs. En fait. Oui. Donc, la freelance, il n'y a pas vraiment un gros changement en soi. Il ne faut pas que ce shift-là soit complexe pour les gens dans leur tête. Il n'y a pas un gros changement. Oui. Ok, parfait. Est-ce que pour toi, bon, pour la plupart en fait, des personnes que j'ai eu à interviewer, la partie freelance, c'est surtout pour avoir une certaine flexibilité, une liberté. Est-ce que toi, tu pourrais qualifier le fait d'être freelance, d'avoir une certaine flexibilité? Est-ce que c'est mieux, c'est-à-dire en termes d'entreprise, travailler en entreprise pour une boîte et être en freelance? Lequel, au fait, selon toi, te semble un peu challengeant ou soit plus, comment dire, plus corsé que l'autre? Ok, bon là, il y a deux questions, la question de liberté, du coup la question de challenge. Oui. Si on va répondre à la question de liberté, je connais des gens qui sont en CDI qui ont quand même 3 mois de vacances, hein, donc en soi ils ont beaucoup de temps pour faire beaucoup de choses. Oui. La liberté dans le freelancing, ça s'articule principalement sur tu disposes de tes journées. Si tu décides de ne pas venir aujourd'hui, tu ne viens pas et tu n'es pas payé. Bon, bien évidemment, tu es dans une équipe, donc il faut en discuter. On dit ça comme ça, mais ça ne veut pas dire la nuit, du jour au lendemain, tu dis je ne viens pas, sinon les mecs, ils ne te font pas confiance. Donc, ça se discute. Par exemple, j'ai un collègue qui était freelance, bon, qui est toujours freelance d'ailleurs, et il a décidé de partir. Tu as 1 mois de préavis en général et 1 mois, tu pars, tu changes. Ce qui est un peu plus compliqué quand tu es en CDI. Tu essaies de faire ton préavis, mais généralement, c'est négocié sur 3 mois ou 2 mois. Ok, on peut dire que c'est un peu de liberté. La troisième liberté, c'est que c'est toi qui factures tes journées. Donc, c'est toi qui définis le prix auquel tu penses que tu dois coûter dans ta journée. Donc, ça, c'est un vrai levier en termes de finances. C'est un vrai levier. Oui. Clairement, comme tu peux facturer ta journée en fonction de la mission, à titre d'exemple, tu peux être sur une mission où tu penses que dans la journée, tu vas le facturer ça à 400 € la journée. Et sur une autre mission, estimer que par rapport au boulot qu'il y a ici, moi, je facture ça à 600 € parce que ça va me prendre plus. Ou voilà, c'est toi qui détermine ta facturation de la journée. Ce n'est pas une société qui, en fonction de là où tu es, te facture. C'est toi qui détermine. Donc, ça, c'est une autre liberté. Maintenant, qui dit liberté, ça apporte des responsabilités. Ouais. C'est des contrats de 3 mois ou de 6 mois. Donc, tu as besoin d'être bon. Quand je dis bon, ça ne veut pas forcément dire bon techniquement. C'est ça aussi que les gens ont du mal. Ça veut dire bon en entreprise. Une entreprise, ce n'est pas que le tech. C'est beaucoup de choses. C'est beaucoup de contextes. Dans une entreprise, c'est bon, s'intégrer, maîtriser les solutions qu'on te présente et travailler en harmonie avec des gens. C'est vraiment ces composants-là qu'il faut avoir. Tu dois être quelqu'un déjà de très facile à intégrer en groupe. Tu dois travailler avec des gens comme si tu n'étais pas freelance, comme si tu étais chez eux, comme si tu étais déjà en CDI en interne. C'est très important comme compétence pour durer en freelance pour moi. Ok, je pense que c'est une compétence très importante. Parfait, ok. Donc ça, c'est la liberté. Maintenant, la deuxième question, c'était sur le challenge. Oui. Quel est le plus challengeant? En fait, dans tous les sens, dans tous les deux cas, le challenge est le même pour moi. Pourquoi? Parce que je sois en CDI ou que je sois en freelance, je dois maîtriser ma solution. Bon, en général, quand tu es en CDI, comme tu es un peu dans ta zone de confort, tu te dis, bon, même si je ne fais pas le travail aujourd'hui, c'est pas grave. Mais en freelance, en fait, tu as quelque chose que tu rends à la fin du mois qui est un compte rendu d'activité. C'est-à-dire que tu dis, moi, j'ai été là aujourd'hui, j'ai travaillé sur tel projet, machin. Mais même en CDI en général, quand tu es dans les sociétés de services, tu fais le contrat. Voilà. Mais sauf que les gens sont moins regardants là-dessus. Mais quand c'est un freelance, ils essaient de regarder un peu plus. Alors que fondamentalement, c'est les mêmes rôles. Fondamentalement, vous jouez le même rôle. C'est juste que, bon, comme tu es seul et que tu représentes toi et ton entreprise, ça fait un peu gros pour les gens, mais fondamentalement, c'est pareil. Tu as les mêmes challenges. Si je veux dire, par exemple, si tu es freelance, demain tu arrives, il y a un bug, tu dois le faire. Que tu sois en CDI ou en freelance, il y a un bug, tu dois résoudre. Il y a un problème en prod, tu dois le résoudre, que tu sois en freelance ou pas. Oui, ok. Le vrai challenge, peut-être de trouver des missions. Exactement. C'est ça, en fait, c'est cette question, en fait, c'est là j'arrive.
C'est Ok, pas, si tu arrives là, je voulais dire, est-ce que le fait de travailler dans une ESN, c'est-à-dire un peu voir un peu les boîtes, parce que voilà, tu bouges un peu partout, tu as des boîtes avec qui tu travailles, est-ce que ça a facilité le fait que tu puisses dénicher un client et pouvoir bosser avec lui et te lancer dans ce domaine où tu es allé carrément sur les plateformes qu'on Malte, connaît dans Malte et tout ça, oui. ouais, je suis resté sur les plateformes, mais les plateformes, c'est pas ça qui m'a ramené. Mais fondamentalement, c'est mon expérience que j'ai eu un peu partout qui m'a ramené du monde. Mais il faut dire faut être honnête là-dessus. On est dans un milieu où la demande, elle est très élevée par rapport aux offres. Moi, j'ai fait des missions où on a dû recruter des gens qui ont fait biologie, chimie pour les former en 6 mois à faire du dev. Tu vois, donc pour les faire entrer sur des missions pour travailler, la demande est plus forte que l'offre qu'il y a aujourd'hui. Ça, c'est notre chance. Je crois, là, je touche Oui. du bois. En vrai, ça, je sais pas, dans 10 ans, 15 ans, je sais pas ce que ça va donner, mais aujourd'hui, c'est le cas. Ah, Puis, l'offre est plus grande que oui. Du l'offre coup, est moindre que la demande. oui, du coup, c'est ton branding en réalité, peut-être c'est sur LinkedIn qui t'a permis d'être C'est connu, ça. d'être, qu'on puisse te cibler ou tu as un peu fait, bon, au fait, tu as travaillé ton branding sur des réseaux, c'est ça? J'ai travaillé mon branding sur les réseaux, j'ai travaillé ma présentation, Mhm. surtout. Et c'est LinkedIn, hein. Une fois Mhm. que tu as quelques missions. Mais cela dit, moi, je connais des gens qui n'ont jamais été dans des boîtes qui ont été freelance, hein, Directement. directement, hein. Donc, Non, mais moi, est-ce que j'ai. c'est recommandable, cette manière de faire? Moi, selon moi, je trouve que quand même quelqu'un qui a travaillé en CDI et qui après bascule en freelance, il aura peut-être une certaine rigueur, une manière de voir que quelqu'un qui n'a du tout pas travaillé en entreprise n'aura pas. Moi, selon moi. Parce qu'il y a la fiscalité, il y a des trucs à payer, il y a aussi des trucs à déclarer par trimestre et tout ça. Donc, quelqu'un qui n'a jamais été dans le domaine ne sait pas comment ça marche. Est-ce que c'est recommandé de directement pour un jeune débutant ou soit quelqu'un qui a un peu d'expérience, qui n'a pas travaillé en entreprise, qui se dit, bon, je vais pas aller là-bas en CDI ou quelque chose comme ça, je vais directement me mettre. Est-ce que tu pourras le conseiller de le faire, en fait? Moi, j'ai envie de te dire, quand je regarde mon parcours, tout s'apprend en fait. Donc, je pense que si on te jette dedans, tu vas apprendre au fur et à mesure. Et puis, en fait, au moment où tu deviens freelance, tu n'es pas obligé de créer ta boîte, vu que les factures arrivent à la fin du mois. Donc, tu as le mois pour créer ton entreprise. Les choses sont bien faites pour que, en France, l'entreprise, ça se crée très très vite. Tu peux créer rapidement un profil auto-entrepreneur. Maintenant, ce que tu dis est pertinent dans le sens où quand tu mets, c'est vrai que les entreprises ont leur code. C'est-à-dire, tu dois savoir comment te tenir en entreprise, jeune débutant et tout ça. Oui, les entreprises ont leur code. Le mieux serait que tu aies de l'expérience en entreprise, quelques 2, 3, 4 ans, 5 ans d'expérience et que tu fasses du freelance. Ne serait-ce que pour savoir que à ce moment on dit pas telle chose à ton chef, quand les réunions sont à telle heure, c'est vraiment telle heure. Euh, Quand est-ce qu'il faut parler en entreprise, à quel moment tu penses que tu peux apporter ta valeur. Il y a des choses qu'il faut décoder en fonction du milieu dans lequel tu es. Il faut pas être naïf à souhait. Donc l'entreprise a ses codes, effectivement, donc c'est souhaitable effectivement que tu aies de l'expérience et que tu te lances. Mais je suis pas du genre à dire aux gens non, c'est impossible que sans ça, tu vois. Donc je préfère dire oui, il y en a qui l'ont fait sans. Donc ce qui est souhaitable, bien évidemment, si tu as de l'expérience, ce sera encore plus En facile. plus, oui. Mais le problème, Mhm. c'est qu'en général, quand les gens ont plus d'expérience, plus ils avancent, plus ils ont peur de passer en freelance. Ah bon, tu trouves? Oui, en général, quand je rencontre des gens, ils ont plus peur parce qu'en fait, ils tombent dans une stabilité Oui, une parce stabilité. qu'ils ont un prêt à la banque, ils ont pris leur maison, ils ont un enfant, ils ont la famille. Ça commence Mhm. à être un peu compliqué. Donc, passer en freelance, ça devient un vrai Flippant. shift qu'il faut faire. Pourtant, quand les gens ils sont jeunes, ils veulent se lancer en freelance, ils veulent tester c'est quoi parce qu'ils se disent, bah, si je teste, si c'est bon, c'est bon, si c'est bon. Donc, en fait, dans les deux cas, j'ai envie de dire, si quelqu'un se sent de le faire, qu'il le De le fasse. faire. Mais moi, j'ai une qualité que j'ai apprise avec le temps. Je pense que c'est mon école d'ingé et mes 2 ans de prépa. Quand je ne connais pas quelque chose, je me documente beaucoup avant de venir poser des questions. Je me documente énormément. Et quand je ne connais plus, je commence par regarder des vidéos YouTube.
faut se documenter. Donc, franchement, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses à apporter. Moi, je ne suis pas du principe où tout peut s'apprendre à partir du moment où tu te documentes et tu essaies de comprendre ce que c'est. Si ça t'intéresse, même si c'est dans une autre langue, tu vas regarder la vidéo pour regarder. Il faut que, voilà, donc dès que tu sais pas, si c'est la création d'entreprise que tu comprends pas, va regarder une vidéo où on dit comment on crée l'entreprise. Aujourd'hui, en France, tu as des sites qui t'expliquent comment créer l'entreprise de A à Z. Ouais. Une entreprise, une auto-entreprise, c'est quoi la fiscalité? Tu lis. Ce n'est pas si complexe que ça. Hein. Ce n'est pas si complexe que ça. Oui, ok, d'accord. Donc, quand même, Ariel, c'est 8 ans dans le domaine de la programmation. Est-ce que tu pourrais te qualifier de développeur intermédiaire ou de développeur senior pour moi? C'est une question très difficile. Non, difficile, non, la question n'est pas difficile. C'est une question que je me pose très souvent. En fait, je peux me qualifier de développeur senior, je peux même me qualifier d'expert, tu vois. Okay. Mais le problème, c'est que les technologies évoluent énormément vite, tu vois. Donc, moi, je me qualifie d'expert dans le sens où quand quelque chose de nouveau sort, je ne suis pas à la pointe, je ne suis pas en train de lire toutes les semaines. Je suis concentré sur moi, mon livrable et sur la solution sur laquelle je travaille, comme je t'ai expliqué au début. C'est ma concentration. Si elle demande à être d'évoluer, si elle demande d'autres solutions, je vais aller les chercher moi-même. Maintenant, ma plus grande capacité, comme je t'expliquais, c'est que je peux apprendre très vite. Et c'est là la seniorité intervient. C'est-à-dire que s'il y a une nouveauté Java qui sort, je n'ai même pas une semaine pour comprendre non plus, quoi, tu vois. Je sais que moi j'ai déjà compris le paradigme de Java. Je sais que c'est ça correspond à telle chose, ça correspond à telle chose. Donc je peux faire ça de telle façon. Ok, d'accord. Et selon toi, au fait, selon toi, si tu devais donner 2 critères, au fait, nécessaires pour pouvoir, au fait, qualifier quelqu'un de développeur senior, par exemple, tu dirais quoi, de pas toi, ton expérience? Pas moi, mon expérience. Je vais dire quelque chose qui va beaucoup choquer les gens. Un senior, c'est d'abord quelqu'un qui sait s'intégrer dans un environnement. C'est la première chose qu'il faut savoir faire. Pour moi, d'abord, ça va s'intégrer dans un environnement. C'est primordial. Il y a des gens qui savent s'intégrer, qui ont zéro technique, mais ils avancent dans les échelons en entreprise. Ça va s'intégrer. Savoir apprendre vite. Et ensuite, vient la technique. Pour moi, c'est dans ce sens. Les gens, en général, ils mettent la technique en avant. J'ai connu des architectes qui ne sont pas ultra bons, hein, ils ne sont pas ultra forts, mais quand il y a une situation de crise, c'est eux qu'on appelle. Parce qu'en fait, eux, ils savent travailler avec des gens. Ils savent trouver des solutions. Et ensuite, quand ils ne connaissent pas, ils savent dire, je ne connais pas, mais on va trouver la solution, on va la chercher ensemble. J'ai travaillé avec des architectes où on était sur des bugs de prod. Il y en a qui, l'architecte, qui ne développe plus. À 2h, 3h du matin, on était assis ensemble, il était en train de coder avec moi. Ça a beaucoup plus d'importance que quelqu'un qui va dire, moi, je suis très fort techniquement, mais tu arrives sur un truc, ça te cale, tu arrives à travailler avec personne, tu es dans ton coin. C'est très, tu vois, pour moi, la seniorité, ça relie les trois. Donc, on retient la première chose, c'est s'intégrer à son environnement. La deuxième, maintenant, au fait, comme tu l'as dit, c'est-à-dire savoir apprendre. Voilà, apprendre rapidement. Et la dernière chose maintenant, c'est augmenter ses compétences, c'est ça? Technique, ouais. Technique. Sa technique. C'est-à-dire que si tu es en Java, tu maîtrises ta techno, quoi. Ok, d'accord. Et au fait, bon, déjà, je ne sais pas, je vais parler de ça, mais nous, les développeurs, en tout cas, pour moi, mon expérience, lorsqu'on est développeur, on n'a pas l'habitude de penser au côté entrepreneuriat, c'est-à-dire créer peut-être des petites solutions qui vont nous permettre après, parce que voilà, l'objectif, c'est pas pour tout le monde, mais l'objectif, c'est ne pas développer jusqu'à 60 ans, quand même. C'est aussi pouvoir, au fait, mettre en place une solution, que ce soit dans le domaine de la programmation ou dans d'autres domaines, histoire d'assurer sa retraite. Donc, au fait, est-ce que ce côté-là, vu, au fait, ton petit parcours, est-ce que tu as eu à penser à cette option-là, ou carrément, tu es carrément du code tout le temps? C'est là, je t'emmène dans... Non, tu es tombé sur le mauvais profil. Moi, du code tout le temps, non, c'est mort. Ça fait un moment que je suis plus vraiment du code tout le temps. Oui. En réalité, en entreprise, je suis vraiment concentré sur mes solutions. Oui. Ouais, donc là, en entreprise, je rigole pas avec.
Autant en dehors de l'entreprise, ah non, pas du tout. Ah non, pas du tout. Ouais. Je suis totalement le contraire. Moi, j'entreprends dans autre chose, dans l'agri-business. Donc, Oui. ça n'a même rien à voir avec le code. Oui. Mais j'ai des amis qui ont fait du code et qui entreprennent dans du code, qui ont fait des applications, qui travaillent à... Moi, j'utilise l'entrepreneuriat comme une sorte de bouffée d'air. Donc, je sors du code, je ne me replonge pas dans le code, en fait. Ok, Ouais. parfait, parfait. Donc, carrément aussi, ce côté entrepreneuriat, il faudra vraiment que, mis à part le code, que la plupart des développeurs aussi puissent un peu switcher. Parce que, Bien sûr, bien sûr. C'est pour ça que je te parlais de la capacité à apprendre. Les développeurs comprennent quelque chose de très complexe. C'est des paradigmes des développeurs, des technos. Oui. Que la plupart des gens n'arrivent pas à comprendre. Donc, pour eux, apprendre à entreprendre, ça doit être plus facile normalement. Parce que normalement, c'est un autre paradigme plus simplement. Mais c'est vrai que c'est pas facile à comprendre comment entreprendre. C'est pas si facile que ça. Mais une fois que tu arrives à comprendre d'autres paradigmes tels que Java, tu comprends que ça fonctionne, c'est quoi l'orienté objet, c'est quoi programmation fonctionnelle, des choses comme ça. Je pense que quand tu as d'autres notions, il faut aussi s'intéresser. Il faut ouvrir son cerveau. Après, il y a des gens qui sont que code. Hein. Il y a des gens, s'ils sont épanouis. Oui, je vois. mais comment vous faites, par exemple, Ariel, c'est par exemple, moi par exemple, si j'apprends une technologie, je prends un exemple simple, moi j'ai eu à faire du Docker, mais pour pouvoir au fait avoir ma base de données, parce qu'il faut dire, il y a tellement de nouveautés, comment tu fais par exemple toi pour t'assurer que ouais, effectivement, je maîtrise cette technologie-là? C'est en faisant des TP ou en faisant Honnêtement, quand tu fais une techno, même si il y a des nouveautés tout le temps, tu maîtrises déjà 80% de la techno en vrai. En vrai, tu maîtrises déjà. C'est pas parce qu'il y a des nouveautés tout le temps que tu ne la maîtrises pas. Bon. Le reste, c'est là. Ça se passe dans ta tête. Parce que en fait, quand tu as des nouveautés qui arrivent, si tu as déjà maîtrisé Docker, moi j'ai fait Docker quand j'étais sur ma deuxième, troisième mission, j'ai eu à faire Docker, mais avant d'arriver là, je ne connaissais pas Docker. Dès qu'on m'a présenté ça, j'ai compris le principe. J'ai fait du NoSQL, je suis arrivé, j'ai fait du Cassandra. Je ne connaissais pas, il fallait faire un mock de Cassandra. J'ai mis une semaine ou 3 jours à peu près. Je ne connaissais pas du NoSQL. Tu vois, donc les bases de données sont du SQL. Mais en une semaine, j'ai sorti un produit, un mock pour pouvoir tester ce Cassandra. Ce n'était pas parfait, mais j'ai fait quelque chose. Tu vois, après, ça a été amélioré. Je suis arrivé dans une autre mission. Pareil, on avait un souci de faire du SSO, donc, connexion sur toutes les plateformes différentes. Je suis arrivé là-bas, pareil, il y avait du Kafka. Je suis arrivé. Tout ça, par exemple, si tu me poses des questions aujourd'hui là-dessus, techniquement, je ne vais même plus savoir quoi te répondre. Quand j'étais sur la mission, mais j'étais à fond là-dessus. C'est ça, un peu ce que tu dis. C'est la capacité au fait de rapidement apprendre, fais ce que tu as fait, passer à autre chose. Parce qu'on ne peut pas tout apprendre, il faut vraiment. Tu peux pas, voilà. Non, sinon, il faut vraiment. Moi, les technos sautent, c'est hallucinant. Moi, j'ai connu le Kotlin en 2000. En quelle année j'ai connu le Kotlin? 2017 ou 2000. Et c'était encore léger, de toute façon. Là, je vois tout le monde Kotlin. Oui. Et tu veux que moi j'aille me mettre aussi dans un Kotlin? Il ne faut pas avoir le syndrome de l'objet brillant où dès qu'il y a un truc qui sort, il faut forcément aller le voir. Bon, si tu es très jeune et que tu veux voir beaucoup de choses, c'est très bien. Mais quand tu maîtrises bien quelque chose, pour moi, ça a beaucoup de valeur. Ça a beaucoup de valeur. Oui, okay. Ceux qui font comme toi, là, du DevOps, donc de l'intégration continue. Moi, j'en ai fait beaucoup. Tu fais du Java, donc un langage très solide, éprouvé par le temps. Donc, en termes de communauté, tu peux pas faire mieux. Du JS, du JavaScript, très solide aussi, qui a beaucoup évolué, des choses comme ça, du front, si tu es sur du web, il y a de quoi faire. Déjà, en fait, tu as déjà tellement de choses, du Ruby, du Python, il y a du travail en data. Partout, Donc, tu t'imagines que tu veux maîtriser tout ça? Oui, en fait, il y a tout dit. En fait, c'est la possibilité, c'est la capacité de pouvoir rapidement apprendre, faire ce que tu as à faire et switcher en même temps. C'est ça, en fait, la vraie qualité qui permet de progresser dans ce domaine. C'est ça. C'est ça, ça la vraie qualité. Donc, déjà, nous sommes... Oui, dis-moi. Ouais. Faudrait que tu puisses te switcher très vite sur un autre sujet dès que
on t'en demande. Et c'est vraiment ce que ton entreprise te demande en vrai. Oui. Parce que une entreprise qui voit que tu es que sur ton code va te laisser que sur ton code. Une entreprise qui voit que tu peux apporter d'autres solutions va te dire, ah Moufid, on a une telle réunion, qu'est-ce que tu penses techniquement de tel sujet? Tu vas te dire, ah c'est moi qu'on pose cette question, est-ce que c'est moi qui vais décider? Tu vois, donc c'est d'autres choses maintenant que l'entreprise va commencer à te demander, ah ce gars, il apporte des solutions, il apporte d'autres visions. Ce n'est pas que son code en fait. Oui. Ok, d'accord. Donc déjà, nous sommes à la fin de l'interview. Je vais te laisser au fait donner un conseil à tous les jeunes au fait qui vont suivre au fait cette vidéo, ok, qui veulent progresser au fait, avoir ton parcours et voilà, tu es en freelance et tu fais des missions, tu es tranquillement à la maison en télétravail. Comment faire au fait pour au fait arriver à ce niveau-là? Quel conseil tu aurais à donner à tous ces jeunes-là qui veulent suivre ton parcours? La première chose, c'est de ne pas avoir peur de passer freelance. Ce n'est pas un autre monde à côté. C'est pour ça que j'expliquais au début, la même chose que tu fais aujourd'hui, ce sera la même chose que tu feras quand tu seras freelance. C'est juste que des fois, tu tombes sur des gens qui pensent que comme tu es freelance, tu dois travailler 2 fois plus. Il n'y a aucune corrélation. Il n'y a aucune corrélation parce que c'est la même mission. Soit elle sera payée à une société de service ta journée et elle va te rétribuer ça en salaire mensuel et tu auras un CDSUL. Donc, elle prend sur elle, on va dire, la responsabilité de te garder en CDI. Donc, ça te donne la liberté de faire tes prêts, tout ce que tu veux. Soit c'est toi-même qui prends cette responsabilité. L'idéal serait que tu aies quelques années d'expérience pour te lancer, mais si ce n'est pas le cas, que vraiment tu sens que tu peux travailler en freelance dès le début et que tu as les compétences techniques, il y aura toujours une mission pour toi. Il y aura toujours une mission pour toi. Et le début est toujours difficile parce que le switch, comme je disais, ça se passe toujours là. C'est la tête qui fait tout. Si dans ta tête, tu te dis c'est impossible pour moi, bon, ce sera impossible pour toi. Dans ta tête, tu te dis oui, moi je peux l'apprendre, tu vas switcher. Donc il n'y a pas de problème. Et autre chose, moi je conseille beaucoup aux gens, il ne faut pas rester que dans le code et intégrez-vous dans vos entreprises. Il faut rentrer dans les gens, discuter avec des gens sur d'autres sujets, sur vos solutions. Si vous êtes dans une entreprise, les solutions que apporte l'entreprise. Il y a des gens qui sont dans les entreprises, travaillent sur un périmètre donné, ils ne savent même pas la valeur ajoutée de ce qu'ils font pour les autres services. C'est pas bien. Il faut connaître les autres services, il faut connaître tout. Et essayer de s'intéresser. Parce que le développement, ce n'est qu'une partie. Ton entreprise se déploie sur beaucoup de choses et ton impact est très grand. Tu n'as pas idée à quel point le petit bug que toi tu as résolu, ça sauve beaucoup d'argent. Ça, c'est un très bon conseil. Oui. Très, très bon conseil. Moi, ça m'est arrivé déjà, donc je sais de quoi tu parles. Donc. Oui, ça a plus d'impact que ce que tu penses. Donc, il faut s'intéresser à ce qui se passe. Et c'est même comme ça qu'on se valorise soi-même. Parce que quand tu sais que mon petit truc que moi j'ai fait aujourd'hui, ça a eu plus d'impact que ce que je pensais, tu te dis, ah oui, moi j'ai quand même un peu d'impact. Et là, tu te valorises, tu te dis, ah oui. Donc, des fois, là, c'est la société même qui va te proposer, ah, tu veux partir, si tu veux, tu restes chez nous. Et toi, tu vas te dire, ok, moi je veux rester en freelance. Tu signes le contrat. Un jour, tu vas commencer, après, tu vas, si ça t'intéresse de rester dedans ou pas. Il y en a qui sont partis, qui sont revenus en CDI. Il y en a qui, comme moi, qui continuent dedans. Donc, c'est la première des choses. Intégrez-vous, essayez d'apprendre vite. Lisez des livres que vous avez autour de vous, des livres sur l'entrepreneuriat, des livres sur le mindset surtout. Et après... et le tout viendra, oui. Donc déjà, merci beaucoup. Ça a été un plaisir.